Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Jean-Philippe Brault, le fondateur de Gueule de Joie, la première cave à vin sans alcool. Jean-Philippe a grandi au cœur d'une famille de maraîchers, biberonné au muscadet, et pourtant, c'est vers un autre univers qu'il s'est tourné. Son déclic ? Un mois sans alcool qui a bouleversé ses habitudes, mais surtout ses convictions. Gueule de Joie, c'est sa réponse à un constat. Aujourd'hui, il est possible de vivre le plaisir de la dégustation sans renoncer à la sobriété. Alors dans cet épisode, Jean-Philippe nous partage son parcours atypique, ses doutes, ses victoires, et nous raconte comment il a transformé un geste personnel en aventure entrepreneuriale. Ensemble, on explore aussi la tendance du sans-alcool qui gagne du terrain, et ce que cela dit de nos modes de vie aujourd'hui. Bref, préparez-vous à un échange passionnant, plein de franchise et de conviction. Bonne écoute. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Éléonore. Bienvenue dans Rayonnant. Merci. Tu es fondateur de Gueule de Joie, une boutique pas comme les autres, puisqu'elle est dédiée aux boissons sans alcool. Donc tu vas nous raconter tout ça. C'est aussi un e-shop, www.gueuledejoie.com, et une cave du coup qui se trouve aux 4 rues de Suffren, à Nantes. Alors Jean-Philippe, toi tu es né en 82 à Nantes, et tu es né dans une famille de maraîchers de père en fils, c'est ça ? Exactement, à Saint-Julien-de-Concelles. Et alors raconte-nous un peu à quoi elle ressemblait ton enfance. Une enfance heureuse, en pleine campagne, au milieu des champs. Il suffisait de pas grand-chose pour bien s'amuser. On passait notre temps à l'extérieur, hiver comme été, pas très très loin de la ville, de Nantes, mais vraiment inspiré par la campagne, par l'extérieur. Et alors justement, tu viens d'un univers où l'alcool a été très présent, presque une tradition familiale, si j'ai bien compris. Créer Gueule de Joie, c'est aussi un acte symbolique pour toi ? C'est presque un acte fondateur, ouais. Mais oui, c'est extrêmement symbolique. Alors, l'alcool très présent, oui, mais comme finalement de façon très répandue en France. L'alcool fait partie de nos vies, fait partie de notre culture, de notre patrimoine, et c'est là où ça se joue. Soit on le gère bien, soit parfois ça peut amener à des comportements qui sont pas toujours appropriés ou adaptés à des moments de vie. Et donc moi ça m'a beaucoup influencé, et on pourra en discuter, mais c'est vrai que dans la famille notamment on a quand même un rapport à la boisson et un rapport assez excessif aux choses. Voilà, on est des épicuriens, ça c'est une première bonne chose, mais on sait pas trop s'arrêter. Et c'est vrai que mon grand-père lui n'a pas bu pendant 40 ans parce qu'il avait un terrain alcoolique, et il a dédié sa vie à Nantes à accompagner des personnes dépendantes, à sortir des gens de la rue. Donc il a beaucoup œuvré sur le terrain nantais, il organisait, il cuisinait pour la Croix d'Or à chaque réveillon, chaque année, enfin voilà. Et mon père, lui, a arrêté de boire il y a un peu plus de 10 ans pour d'autres raisons, plus personnelles. La consommation d'alcool lui correspondait pas à un moment donné de sa vie. Ma maman était malade à ce moment-là, il lui a fait une promesse, c'était d'être toujours, en tout cas à ses côtés, dans la maîtrise. Donc depuis, il ne boit plus d'alcool. Et moi, ça m'a amené à une certaine réflexion. Voilà, il y a une filiation, forcément, un grand-père, un père qui ont tous les deux des rapports à la boisson alcoolisée un peu particuliers, un peu excessifs, qui les a amenés à arrêter. Et à un moment donné, je me suis posé cette question, quel dommage de devoir arrêter de boire quelque chose qui est bon. Est-ce qu'on ne peut pas simplement faire évoluer son rapport à la boisson alcoolisée, peut-être la modérer en y intégrant des alternatives pour finalement pouvoir choisir de ne pas arrêter. Toi, tu disais, donc, on gère bien ce rapport à l'alcool. Tu avais le sentiment de bien le gérer avant cette réflexion ? Moi, pas du tout. Pas du tout. Non. Moi, je le dis ouvertement en fait. Et aujourd'hui, je consomme encore des boissons alcoolisées. Et je suis assez honnête là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un atout dans le projet de Gueule de Joie. L'alcool a été présent très tôt. Dès 14-15 ans, l'alcool était là. Il était festif avec les copains. Et forcément, on s'éduque avec cette boisson alcoolisée qui est tout à fait agréable, mais qui peut être dangereuse quand elle devient une habitude de consommation. Mais c'est un réflexe pour beaucoup de Français. Dans un moment de convivialité, quand on est à l'apéro, on reçoit du monde à table, on sort, mais qu'est-ce qu'on boit ? On boit de l'alcool. J'avais développé une espèce d'habitude
un peu à risque. J'ai aussi, pendant une période de ma vie, habité quartier Gralin, donc au cœur des bars et des restaurants et de la vie nocturne. Je l'ai plutôt bien géré pendant quelques années, avec beaucoup d'excès, mais ça empiétait pas sur ma vie personnelle et professionnelle, jusqu'au moment où je gérais un peu moins bien. J'ai eu des comportements qui étaient inappropriés, je me suis mis en danger aussi, beaucoup, ça aurait pu me coûter la vie. Et il y a eu cette réflexion au moment où j'ai rencontré ma femme, où j'ai eu mon premier enfant, en me disant que j'avais passé l'âge de ces comportements et qu'il fallait que je revoie ma consommation pour éviter de me mettre un peu plus en danger. Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 37 ans. Ah oui, donc il y a assez tard en fait. Et alors tu disais que tu t'étais mis en danger ? Comment ça ? Oui, en danger, c'est que quand tu te réveilles à 7h du matin dans les rues de Nantes, dans une mare de sang, avec les pompiers au-dessus de toi, et que tu n'as plus de chaussures, plus de portable, et que ton pied il est ouvert et entaillé sur 5 cm, voilà, c'est le genre de choses qui sont pas normales. T'as aucun souvenir de ce qui s'est passé la veille ? Évidemment, aucun souvenir. Et c'est des comportements qui sont pas acceptables pour soi-même. Ça a été un électrochoc ? Il n'a pas été suffisant celui-là, encore. Il en fallait encore un petit peu plus. Je suis quelqu'un d'assez extrême dans ce que je fais. Alors ça a des bons côtés. Et là, en l'occurrence, avec la consommation d'alcool, ça a amené des dérives, mais non, il y a eu d'autres comportements inappropriés, voilà, des sorties de boîte qui devenaient mal gérées. Donc, heureusement, j'ai une bonne éducation. Heureusement, j'avais cette maturité. Heureusement aussi, j'ai rencontré ma femme, qui m'a aussi alerté sur ces comportements et qui m'a amené à revoir ma consommation, mon rapport à la boisson, mais à ce moment-là, en tout cas, sans vouloir arrêter. Je me disais, mince, c'est quand même trop bon, quoi, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu recherchais dans l'alcool ? Beaucoup de choses. Je suis une personne, j'aime l'excès, j'aime la folie. C'est vraiment dans l'alcool. Alors le goût, c'est une chose, mais je le dis ouvertement, oui, l'excès. L'alcoolisation. Ça permet d'oublier un certain nombre de mots. Ça permet aussi de se libérer. Je suis quelqu'un d'assez introverti, mais sous alcool, mon comportement change radicalement. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Mais il m'a fallu du temps pour le comprendre. Tout à fait. Et tu le comprends, et à ce moment-là, tu te tournes vers des boissons sans alcool ? À ce moment-là, pour être très précis, on est en 2018 et je décide de faire un mois de janvier sans alcool, le Dry January, effectivement. Ouais. J'en avais entendu parler. J'ai des amis restaurateurs, patrons de bar ou de boîte, qui faisait régulièrement des périodes sans alcool et je trouvais ça relativement intéressant à ce moment-là d'évaluer mon rapport à la boisson et d'évaluer ma capacité à ne pas boire pendant un mois. Je me suis dit qu'aussi sorti d'une période de fête assez excessive, ça me ferait pas de mal de faire un break. La question qui s'est posée, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir boire alors ? Et c'est là qu'un monde nouveau, insoupçonné s'est révélé, en tout cas je l'ai découvert, c'est qu'il existait des boissons sans alcool pour adultes, plutôt à l'étranger, absolument pas disponible en France, mais qui apportait vraiment de la valeur ajoutée par rapport aux boissons sans alcool traditionnelles que sont les eaux, les jus ou les sodas, qui par ailleurs peuvent être très bons, mais qui pour moi n'étaient pas adaptés à mes moments de consommation à table, à l'apéritif, lors des moments festifs. Et c'est là que j'ai découvert une offre, un nouvel art de boire quelque part, qui m'a permis de faire ce mois sans alcool de façon tout à fait sereine. Je me suis pas enfermé chez moi. Voilà, c'est le réflexe de certaines personnes aussi. Moi, je voulais vraiment jouer le jeu à ce moment-là. Est-ce que je suis capable d'aller faire la fête sans l'alcool ? Est-ce que je suis capable de passer un moment en famille à table sans l'alcool ? Et oui, grâce à ces alternatives, et j'ai pas honte de le dire, en fait, l'offre de boissons alternative m'a permis de passer un mois hyper serein, sans rien changer à mes habitudes et de prendre énormément de plaisir. Et le bénéfice, j'en profite pour le préciser, il est aussi sur le long terme. C'est-à-dire que prendre du recul par rapport à sa consommation d'alcool permet de réévaluer un peu sa consommation. On a un rythme qui est moins régulier, on a des quantités aussi qui sont moins importantes sur les 6 à 8 mois suivants. C'est-à-dire que jusqu'à l'été, on voit des bénéfices. Pour moi, ce qui était aussi très intéressant, c'est que l'idée de cette expérience, ce n'est pas d'arrêter de boire, mais c'est bien de faire une pause. Et ça me rassurait quelque part. J'aime pas ce qui est définitif, en quelque sorte. Donc voilà, ça a été une révélation et une découverte. Mais où est-ce que tu allais trouver ces boissons sans alcool ? Parce qu'en fait, en 2018, le Dry January, c'était pas du tout aussi populaire qu'aujourd'hui. Non. C'était facile de trouver des boissons sans alcool ? Non, très difficile. Très difficile. Je les ai trouvées en Angleterre, aux Pays-Bas. J'ai vu assez rapidement qu'un peu partout en Europe émergeait une nouvelle génération de boissons que j'ai fait venir en France. Okay. Voilà, tu allais
les chercher sur des sites internet. Sur des sites internet, exactement. Ouais. Et donc j'ai pu les apprécier. Et c'est là que l'idée est née. Elle est née de cette expérience, mais elle est aussi née d'une demande. Parce que rapidement, je me suis demandé si j'étais le seul concerné par le sujet. Pas du tout. Puisque la consommation d'alcool, elle a été divisée par 2 en 50 ans. Les Français consomment de moins en moins d'alcool, en tout cas consomment différemment, moins en quantité, plus en qualité, et choisissent un peu mieux leur moment de consommation. Je constate qu'on a aussi une attente en termes de consommation plus responsable. C'est-à-dire que ça fait quand même longtemps maintenant qu'on sait que les gens dans le monde et en France, on n'y échappe pas, veulent une consommation moins sucrée, moins salée, moins grasse. Voilà, on mange mieux. L'alimentaire est dans l'assiette. On a fait la révolution avec une alimentation plus légère et plus végétale, mais la boisson n'avait pas encore fait cette révolution. Pourtant, la demande était là. Les gens consomment moins d'alcool, mais du coup ils doivent aussi se poser la question, comme moi, de savoir ce qu'ils peuvent boire sur ces moments festifs. Et donc une demande qui est là, qui est latente, qui n'est pas déclarée, et une offre qui n'est pas accessible. Et donc l'idée, c'était d'aller mettre en relation cette offre et cette demande en créant une plateforme de marque qui permette d'accompagner cette nouvelle expérience sans complexe, sans préjugés, sans faire la morale à qui que ce soit. La mission de Gueule de Joie, c'est pas de dire aux gens d'arrêter de boire parce que ça ne me ressemblerait pas, et c'est pas du tout le projet que je voulais mener. Mais c'est plutôt d'apporter une réponse à toutes ces personnes qui veulent à un moment donné, même ponctuellement, modérer leur consommation. Je ne parle pas d'arrêter durablement, je parle même de modérer ponctuellement. C'est avec ce ton-là, avec cette énergie que Gueule de Joie est lancée en 2019, donc finalement assez rapidement, mais sur un marché où il n'y a personne. Et quel rapport ont les jeunes aussi aujourd'hui avec l'alcool ? Parce que je pense qu'on doit être un peu de la même génération. Nous, on avait quand même un rapport assez festif, open bar, tu vois, on a connu tout ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose ? Est-ce qu'il y a une autre tendance ? Est-ce que là aussi, les jeunes délestent un peu l'alcool ? Clairement, ouais, contrairement à ce qu'on peut encore penser, les jeunes consomment de moins en moins d'alcool, ont des comportements aussi différents, consomment différemment, beaucoup moins régulièrement. L'excès doit être toujours présent, mais il faut mieux faire un excès ponctuellement de temps en temps, qu'il soit régulier comme nous ça pouvait être le cas. Il y a aussi un regard vis-à-vis des boissons alcoolisées qui est un peu plus négatif, c'est un peu moins bien perçu, c'est moins alors c'est pas très jeune ce que je veux dire, c'est moins cool. En tout cas, c'est moins bien perçu. Alors lié aussi à l'influence de nombreuses personnalités. On voit encore récemment Tom Holland, donc Spider-Man, qui a lancé sa bière sans alcool aux États-Unis. Et donc toutes ces personnalités qui ont des fortes communautés, qui sont extrêmement influentes, investissent sur le terrain du bien-être et notamment de la boisson saine et sans alcool. Et ça participe à éduquer les jeunes et à changer leur regard vis-à-vis de la boisson pour leur permettre de s'assumer sans avoir besoin de consommer de l'alcool. Et donc les jeunes consomment beaucoup moins. Alors, ils sont pas aujourd'hui fondamentalement nos clients. C'est vrai que nous on a une clientèle qui est plutôt amatrice de boissons alcoolisées et qui vient chez nous chercher une alternative qui se rapproche quand même du monde de l'alcool avec des codes et des goûts qui sont assez similaires. Alors que les jeunes, au fond, si je ne connais pas le monde du vin, de la bière ou des cocktails, j'ai pas besoin en fait de compenser quelque chose. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les plus jeunes sont plus ouverts aussi à l'innovation, à des boissons plus créatives, qui cherchent pas nécessairement les mêmes goûts, les mêmes codes, mais qui offrent une expérience qui est à la fois saine, qui est à la fois complexe. Et ça, c'est une proposition que l'on a aujourd'hui à la cave. Ouais, en France, on a aussi le mannequin Constant Jablonski qui a lancé sa marque de vin pétillant sans alcool. Oui, tout à fait, French Bloom, en collaboration avec Rodolphe Frère Jean Tétinger, donc le monde de la mode et le monde du champagne et du cognac avec la famille Tétinger. Et c'est vrai qu'elle a marqué un coup assez fort. C'était la première femme à défiler pour Etam enceinte. Et c'est vrai que c'est le moment qu'elle a choisi pour lancer, elle qui ne boit pas d'alcool et voilà, qui est une démarche autour de l'alimentation végétale aussi. Donc ça allait de pair. Et on a d'autres personnes influentes. Et d'ailleurs, depuis, pour French Bloom, qui est aussi un signal fort, c'est que LVMH a investi dans cette entreprise. Et on voit de plus en plus de poids lourds de la boisson dans le monde, que ce soit les leaders de la bière ou des groupes comme Pernod Ricard qui investissent très massivement dans la production ou dans la distribution de ce type de boisson. C'est le côté rassurant qui me fait croire qu'il y a une structure qu'on est en train de créer. Ouais. C'est là tout le défi. Je me dis souvent qu'il aurait été plus facile de lancer une entreprise sur un marché déjà existant, même concurrentiel, mais c'est pas forcément ce qui m'animait. Je me serais probablement pas lancé. La quête de l'entrepreneuriat, elle n'était pas absolue, mais elle m'est tombée dessus à un moment donné et je trouvais encore plus intéressant ce défi extrêmement ambitieux
je savais. Mais c'est là où aussi j'ai un terrain excessif. C'est-à-dire, je ne veux pas faire les choses simplement. On va créer une entreprise et on va participer à créer un marché. Bon, on sait que ça va prendre du temps, ça fait 6 ans, il reste encore tout à faire, mais progressivement, on avance et aujourd'hui, on est leader sur ce marché, si on doit encore leader en France le structurer. Leader en France sur Internet avec le site qui est l'essentiel de l'activité et qui permettait au lancement de tester le marché tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une journée depuis sans commande. Voilà, ça n'est jamais... Oui, tu as commencé par lancer ton site Internet. Exactement. Et Internet, alors il y avait plusieurs raisons. C'est qu'Internet, c'était le meilleur moyen de libérer l'accès. Au moment, mon souhait, c'était de satisfaire toutes les personnes qui veulent modérer leur consommation, quelle qu'elle soit, quelle que soit leur motivation, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. On ne peut pas délaisser les gens face à une consommation d'alcool qui peut être dangereuse. C'est une réalité en France. Il y a plus de 40 000 personnes. Alors là, c'est la partie sur laquelle j'insiste jamais, mais c'est bien d'en avoir conscience. Il y a plus de 40 000 personnes qui meurent chaque année des causes de l'alcool, et c'est surtout une des premières causes de dérive et d'excès, de violence, notamment intrafamiliales. Et souvent, dans tous les faits divers qu'on peut entendre, dans tous les faits de société, on voit que l'alcool, notamment, y est associé. Donc ça, c'est une réalité. Et moi, j'avais cette envie vraiment de permettre à chacun d'assumer sa modération, de dire, je ne bois pas. Et en fait, je fais ce que je veux, quoi. Presque comme un acte militant, finalement. C'est exactement le symbole de Gueule de Joie. Alors là, je vais un petit peu plus loin, mais c'est important de le préciser parce que tout le monde voit le clin d'œil à la gueule de bois. Clairement, c'est comme ça qu'on se perçoit, c'est ce côté clin d'œil, ce côté, c'est pas l'un contre l'autre. L'objectif, c'est de passer un bon moment, la convivialité, le partage. Mais il y avait aussi cet acte militant qui était de permettre aux gens de dire, je bois pas et ta gueule, en fait, je fais ce que je veux. Mais parce que moi, je croyais, parce que ça m'avait servi, que l'offre, la boisson, pouvait aider à cela. Avoir un même contenant, avoir des goûts similaires, voilà, c'est assez statutaire. C'est que, si on regarde sur des événements, quels qu'ils soient, il y a ceux qui boivent de l'alcool dans des jolis verres, des jolis flacons, et puis il y a ceux qui ont un jus d'orange et un soda dans un verre en plastique. J'exagère un peu, mais c'est encore ce qui se passe beaucoup, notamment dans le monde de l'entreprise, dans l'événementiel, et c'est pas possible en fait. Donc il faut réunir les deux, et c'est ça, Gueule de Joie, c'est ce côté un peu punk, avec ce terme qui peut paraître vulgaire, mais qui permet aussi de s'affirmer. On a eu récemment, encore pour parler des personnalités comme Artus, l'acteur maintenant bien connu et humoriste, qui ne boit plus d'alcool et qui, chez Léa Salamé récemment, le révélait, mais parce qu'on lui posait la question, et pas pour des raisons alcooliques, mais pour des raisons tout à fait personnelles, d'hygiène de vie. Et Léa Salamé lui répond assez spontanément, au fond, et ça c'est un révélateur, qu'il est devenu chiant. Il s'étonne. Elle le répète, donc elle insiste vraiment, elle se rend pas compte qu'aujourd'hui c'est pas possible ce comportement. Et lui répond mais je vous emmerde. Mais il aurait pu dire mais en fait ta gueule, je fais ce que je veux. Ouais. Voilà. Moi j'aime, voilà, je voulais cette impertinence. Ouais. Mais toi quand t'as fait ton dry January, c'est intéressant ce que tu dis, parce que est-ce que au départ tu t'es pas dit justement je vais devenir un peu chiant? Toi tu t'es pas fait ce constat-là? Non, parce que... Ou tu t'es pas dit attends merde, je vais moins rigoler? Non, parce que là j'étais arrivé à un stade où si j'étais pas capable de ne pas boire pendant un mois, j'avais un problème avec l'alcool, d'accord, dans un terrain familial qui est quand même un rapport particulier à l'alcool. Donc il fallait que je juge ça. Et surtout c'était un mois, donc rien ne m'empêchait de reprendre après. C'est pas comme le tabac ou d'autres choses qu'on doit arrêter un temps définitivement. Donc, C'est ce qui fait aussi le succès du Dry January. C'est qu'on a des millions et des millions de personnes chaque année qui vivent cette expérience avec beaucoup de bénéfices, qui très souvent reprennent à boire ensuite, mais qui ça leur a permis de découvrir à la fois de mieux modérer, mieux gérer peut-être la consommation d'alcool. Donc on n'observe pas un pic de vente d'alcool en février? Clairement, non. Mais d'ailleurs, l'État français devait soutenir il y a 3 ans, 3-4 ans, avec une grande campagne de communication qui était déjà en place avec Santé publique France, qui devait être diffusée, et à l'approche des fêtes de fin d'année, elle a été annulée, juste après une rencontre d'Emmanuel Macron avec le monde du champagne. Bon, il n'y a peut-être pas de hasard, on sait que c'est un amateur de boissons alcoolisées, donc c'est une campagne qui est pas soutenue par l'État, et qui pourtant connaît un vif succès, parce que la perception aussi de la modération elle est plus cool, parce que ça amène à, c'est pas définitif, et parce que on sait aujourd'hui qu'il existe des alternatives qui permettent de passer des moments de convivialité sans l'alcool. Voilà. Et tout ça réuni fait le succès de ce marché qui est en train de se construire, et qu'on est en train de structurer à la fois sur
sur Internet, ça c'est vraiment le cœur de métier, mais aussi en magasin. On a cette chance d'avoir ouvert une très belle boutique rue Suffren, vraiment quartier Gralin, il y a 1 an et demi maintenant, et également un peu partout en France, puisque nous sommes associés à un groupe qui s'appelle V&B, qui a 300 enseignes de caves et de bars, et chez qui on a implanté des corners gueule de joie, vraiment pour accompagner l'expérience, à la fois avec notre ton, notre façon de communiquer, l'éducation qu'on doit apporter aux consommateurs, mais aussi avec une offre parfaitement adaptée. On va en reparler parce que je trouve ça hyper intéressant de savoir comment c'est noué ce partenariat et ce que ça vous apporte à chacun. Si je reviens sur les débuts, là tu disais que tu as lancé ta marque il y a 6 ans. On a bien compris pourquoi, je pense que tu nous l'as bien raconté. Mais raconte-nous justement comment est-ce que tu as fait pour créer une marque autour de ça. Tu parlais de ton nom, tu parlais de ta plateforme de marque. Et comment est-ce que tu as fait pour t'installer et devenir le leader sur ce marché en 6 ans? C'est très peu finalement. Mais c'est long en même temps. Et encore tout à faire. C'est vrai, quand on voit dans l'écosystème notamment nantais toutes ces réussites entrepreneuriales, c'est extrêmement inspirant. Maintenant, j'ai appris à pas me comparer. Je suis sur un modèle économique, on fait de la distribution de boissons, sur un marché qui est encore naissant, qui est encore un marché de niche, encore de forte croissance. Mais il y a encore beaucoup à faire. D'où aussi cette association avec V&B qui a un poids lourd sur le marché de la boisson. Moi, je ressentais, j'avais envie, j'ai plutôt une personnalité créative. J'avais jamais su l'exprimer dans les arts. Voilà, je sais pas dessiner, je sais pas faire de musique. Mais j'ai ce tempérament et si je devais créer une entreprise, c'était pas pour qu'elle s'appelle sansalcool.com. Alors le nom de domaine nous appartient. Et dès le départ, il y avait quand même cette idée que on n'allait pas réinventer non plus le monde de la distribution de boissons. Il y a des acteurs qui savent parfaitement faire ce métier et qu'il fallait arriver avec un storytelling aussi et un ton qui permette de mettre en confiance aussi le consommateur, de pas être là dans ce rapport uniquement commercial. C'est quand même des boissons qui sont encore méconnues. On a ce devoir, cette nécessité d'accompagnement, d'apporter du conseil, de comprendre quelles sont les attentes et les profils des consommateurs et leur suggérer les bonnes boissons. Et donc tout ça dans un environnement où il y avait tout à créer. Donc on a fait le choix de la distribution sur Internet, maintenant on est en point de vente physique, avec notre propre magasin, les corners. Le B2B va arriver, comment satisfaire les bars, les restaurants, les entreprises. Et puis demain, on pourrait potentiellement créer nos propres produits. Donc en fait, ça faisait beaucoup d'opportunités. Et je me disais que je voulais pas réduire finalement le projet à un positionnement. Donc en prenant de la hauteur, en créant vraiment une expérience, parce que c'est ça au fond qu'on fait vivre, c'est vivre l'expérience gueule de joie. Ça fait un peu marketé, dit comme ça, mais moi c'est ce qui m'anime tous les jours. Un nouvel art de boire, mais avec cette tonalité plutôt bienveillante, plutôt fun, qui retient l'attention. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de réactions autour du nom quand les gens passent devant la cave à Nantes, on entend toute la journée gueule de joie. Cave sans alcool, ça existe. Mais maintenant, les gens, ils s'arrêtent, ils rentrent, ils achètent et on les voit revenir. Et ça, c'est génial. Il a été facile à trouver, ce nom ? Il a été très difficile à trouver. J'ai mis en réalité plus d'1 an, beaucoup plus qu'1 an. J'ai mis 2 agences de communication sur le coup et puis un jour, j'ai eu un déclic. Voilà, je ne sais plus quand. Comment réellement. Mais c'est pas tes agences qui l'ont trouvé, c'est toi. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Pour moi, le point de départ, ça devait être vraiment d'avoir un nom qui ressemble bien au projet que j'avais envie de créer, mais sans savoir ce que ça allait donner, parce qu'à l'époque, ça n'existe pas. À l'époque, j'arrive péniblement à réunir une dizaine de boissons différentes. Je parle pas de 10 marques, je parle de 10 boissons. Tu vas les sourcer où, tes boissons ? Et là, à l'époque, c'était un peu en France. Il y a un acteur qui s'appelle Pierre Chavin, qui est un pionnier du vin sans alcool, mais qui finalement distribuait essentiellement à l'étranger, alors qu'il est français, près de Béziers, et les bières plutôt à l'étranger. Donc il fallait les faire venir dans des quantités importantes, sans savoir si j'allais en vendre. Mais la chance, et ce qui m'a aussi motivé, c'est que dès le départ, avant même de lancer le site internet, tout de suite, il y a eu de l'intérêt, notamment des médias. Et j'ai ce bon souvenir d'Europe 1 qui m'appelle et qui m'invite en studio pour parler de ce projet que je venais de lancer sur Ulule. Tu avais fait une campagne de crowdfunding ? Exactement. Et donc, voir un peu pour parler de ta campagne ? Pour parler de ma campagne. Ils étaient curieux de voir à quoi ressemblait, de goûter ces nouvelles boissons, parce qu'on commençait à en entendre parler, mais on ne savait pas réellement ce que ça valait. Et donc, comme j'étais le seul à pouvoir les fournir, eh bien, ça a été aussi un révélateur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est aussi une référence. On a la chance d'être sur un concept assez inédit, sur un marché où on a une certaine visibilité et aussi de la crédibilité, parce que 6 ans d'expérience
d'expérience dans ce monde, bah, c'est pas rien. Et c'est ça que les médias aussi viennent chercher. Et c'est une chance pour nous, petite entreprise, de pouvoir faire des JT sur TF1, de faire Capital sur M6. Ça fait pas tout, mais ça participe à notre croissance et à donner de la visibilité à cette nouvelle génération de boissons. Donc tout ça, c'est des indicateurs que je trouve extrêmement encourageants. Voilà, des investisseurs qui croient dans mon projet, d'autres qui investissent massivement sur ce marché, des consommateurs qui sont au rendez-vous. On est sur une croissance à 2 chiffres tous les ans qui est relativement importante, avec des moyens encore limités. Et c'est tout l'enjeu là, des années à venir. C'est vraiment de rentrer dans cette phase de maturité et d'accélérer le projet de Gueule de Joie, mais toujours avec cette impertinence et ce ton. Toi, au départ, t'as quel parcours, je me demandais? T'as fait une école de commerce? J'ai pas fait d'école de commerce. Moi, j'ai fait un parcours scolaire un peu chaotique. Enfin, j'ai redoublé 2 fois. J'ai mis du temps à me trouver jusqu'à un bac technologique à la Joliverie qui s'est plutôt bien passé, qui a débouché sur un BTS en commerce et communication. Mais en alternance, j'avais vraiment cette envie de rentrer dans le monde du travail assez vite. Mais déjà à l'époque de ce BTS, je sens que j'ai des grandes choses à réaliser. En tout cas, j'ai ça au fond de moi. J'ai envie de m'émanciper, j'ai envie d'aller là où on m'attend pas. Un petit fils de maraîcher qui vit à la campagne, et je ressens le besoin de quitter la région nantaise. Et je m'installe à Paris et je fais une école de communication, donc je fais un master en communication. C'était absolument pas attendu dans mon parcours scolaire, mais c'est là où je me suis révélé, ce qui m'a amené à vivre une dizaine d'années à Paris, avec beaucoup d'expériences professionnelles, autant attaché de presse chez TF1 que dans la production de sport. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de métiers jusqu'à trouver ma voie, où je suis rentré au Figaro. En tant que commercial pour la régie publicitaire du Figaro, où j'y ai passé une dizaine d'années et où au fond mon métier était de mettre en relation des annonceurs, des entreprises avec des audiences, que je fais aujourd'hui dans un tout autre registre. Donc tu bossais à Paris ? Oui. Et quand est-ce que tu es revenu à Nantes ? Et je suis revenu à Nantes, je suis très mauvais en date, mais j'avais une trentaine d'années. Après 10 ans à Paris, cette envie de revenir à Nantes. Voilà, ma vie personnelle faisait qu'à ce moment-là, je voulais me rapprocher de ma famille. Et puis 10 ans à Paris, c'est bien. J'avais bien écumé Paris, saisi toutes les opportunités qu'offre Paris, et voilà, j'aspirais à une autre vie à ce moment-là. Et Nantes, c'est quand même ma ville de cœur. Saint-Julien-de-Concelles est à 15 km. J'ai étudié à Nantes, je suis beaucoup sorti à Nantes à l'époque, donc c'était assez naturel de s'installer dans notre belle ville. Si je reviens sur les débuts de Gueule de Joie, tout de suite tu as pensé à lancer un site internet plutôt qu'une boutique physique. Pourquoi ? À l'époque, on ne sait pas où on va. Et j'ai quand même conscience qu'il faut tester l'attraction de ce marché. Et Internet offrait cette possibilité finalement assez facilement, entre guillemets. Alors il n'y a rien de facile dans le digital, mais quand même ça permettait de lancer un site, de tester le concept. Et puis je voyais grand quand même si je l'ai toujours fait humblement, mais j'ai beaucoup d'ambition pour Gueule de Joie. Il faut qu'on devienne le leader européen, voire un leader mondial de la distribution de boissons sans alcool, voire de la fabrication de boissons sans alcool. Voilà, tout ça va se faire par étapes. C'est un projet sur de nombreuses années. Mais Internet, c'était cette première brique pour avoir un positionnement national. Un magasin, c'est bien, c'est local, on a un périmètre qui est assez limité sur un marché qui était quand même, et qui est encore un marché de niche. Je voyais pas le modèle économique clairement d'une boutique, et c'est pas le projet que j'avais envie de mener. Pour démarrer, tu disais, tu lances cette campagne de financement participatif. Comment est-ce qu'elle s'est passée cette campagne ? Toi, tu avais déjà une communauté à l'époque ? Comment est-ce que tu as fait pour récolter Moi, j'ai pas de communauté, j'ai aucun réseau, rien du tout en fait. Je pars from scratch. Je la lance. En parallèle, j'ai mon premier fils qui naît. Alors, c'était pas forcément idéal. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie à ce moment-là. Mais je la lance sur Ulule. Ça m'a permis surtout d'écrire mon histoire, de poser les bases de Gueule de Joie, de ce que je voulais faire de ce projet, de le mettre aussi en images. C'était un bon test. Alors après, c'est une campagne qui a fait 5 000 € et c'est pas ça qui a fait la différence clairement, mais c'était une façon de se lancer, et parce que c'est aussi un projet, moi je l'assume bien et ça me convient bien, qu'on construit petit à petit. Voilà, chaque client, chaque rencontre, chaque fournisseur participe avec nous à créer ce nouveau marché. Et donc, tout de suite, je vois qu'il y a des gens qui me font confiance, des personnes de mon réseau évidemment, puis des personnes que je ne connais pas. Les médias arrivent assez rapidement. Ça rassure, ça conforte dans l'idée de se lancer. Vraiment définitivement, mais ça a été des étapes, 6 ans, ça me paraît une éternité, parce que Gueule de Joie a déjà eu plusieurs vies. C'était quoi les grosses étapes en 6 ans là, de développement ? La première, ça a été le lancement, c'est-à-dire on lance la marque,
et on voit, avec très peu de moyens, quasi sans moyens, en prenant un box de stockage, en achetant des produits, en les stockant, et c'est parti, on lance le site. Donc tu avais quoi? Tu avais ta campagne de financement participatif où tu avais récolté un peu d'argent, un apport personnel, j'imagine. Un gros apport personnel. Un gros apport perso, c'est tout. Et c'est tout. On prend des banques, non? C'est tout. Les banques quand même un petit peu, si, j'ai un partenaire bancaire qui m'a accompagné à quelques reprises, mais dans la distribution de boissons, on achète, on revend, on perçoit pas toujours la valeur que l'on peut créer. Moi je suis sûr de ma valeur, je suis sûr dans la valeur de ma marque. Tu peux pas, pardon, je te pose peut-être une question naïve, mais tu peux pas faire du dropshipping, t'es obligé d'acheter. La question s'est posée du dropshipping. Évidemment, c'est un modèle que j'ai regardé, mais qui me semblait pas adapté à l'époque. Et puis certains s'y sont essayés d'ailleurs et n'ont pas réussi. Ah oui, okay. C'est-à-dire que nous, on a un panier moyen, enfin nos clients, on a un panier moyen qui est assez élevé. Les gens achètent entre 10 et 15 boissons différentes sur le site. Donc si tu fais du dropshipping, ça veut dire que tu reçois 10 à 15 colis différents à la maison, ce qui n'est pas possible. C'est là où on a une valeur ajoutée, c'est que nous, aujourd'hui, on est en France, on a la centrale qui permet de distribuer jusqu'à plus de 400 références de boissons sans alcool dans tous les univers, pour tous les profils de consommateurs, mais chez un seul fournisseur. Et c'est ça notre force. C'est ça qu'apprécient les gens, c'est d'éviter de devoir courir dans plusieurs magasins. Et donc nous, tout est centralisé, on est capable de livrer en 24-48 heures. Voilà, on a une chaîne logistique parfaitement maîtrisée. Et c'est de trouver tous les produits au même endroit avec une valorisation, voilà, énormément de contenu autour et beaucoup d'astuces sur le site pour permettre d'apporter la même expérience qu'en magasin sur le digital. Vraiment, la force, c'est vraiment de centraliser. Le dropshipping n'offrait pas ça. On a pensé aux abonnements. C'était super inspirant, des marques comme Le Petit Ballon ou d'autres. On l'a testé, mais rapidement on s'est rendu compte que c'était pas adapté. C'est-à-dire qu'il y a encore cette phase de découverte qui est nécessaire. Et les gens n'étaient pas prêts à s'engager dans un abonnement sans savoir ce qu'ils allaient recevoir comme boisson. Parce que nous, on fait à la fois des produits issus de la vigne, à la fois de la bière, à la fois du cocktail. Et si je t'envoie une IPA alors que toi, t'aimes le vin blanc sec, ça va pas fonctionner. Donc on manquait de produits, on manquait d'offres, on manquait de KPI aussi, enfin de données sur ce marché. Ça viendra. Tu l'as quand même testé, t'as abandonné. On l'a testé, complètement. Ouais, on l'a fait. Hein. On en a vendu quelques-uns, mais non, ça n'a pas fonctionné. Je pense que ça viendra à un moment donné. Mais il y avait cette envie aussi dans le projet de maîtriser les choses. Là, je reviens un petit peu là-dessus maintenant, où je cherche plutôt à externaliser pour me concentrer sur ce qui crée de la valeur pour l'entreprise. Mais à ce moment-là, partant quand même de rien, j'avais besoin d'être en contact avec le produit et donc prendre un petit entrepôt, avoir les produits au quotidien, préparer les commandes, se rendre compte de ce que c'est, de recevoir une commande, de la traiter, de la préparer. J'avais besoin de passer par tous les métiers qui étaient des métiers nouveaux pour moi parce que je suis devenu chef d'entreprise, mais je suis devenu acheteur, je suis devenu comptable, je suis devenu RH, je suis devenu responsable communication. Enfin, je fais tous les métiers de l'entreprise et c'était important de passer par tous ces métiers-là pour bien comprendre les enjeux que sont les nôtres. Et j'avais soif d'apprendre. Voilà. Tu dis, je me suis rapidement concentrée sur ce qui crée de la valeur. Qu'est-ce qui crée de la valeur pour ta marque? La marque, justement. Ouais, vraiment, c'est se détacher de tous les aspects essentiels, mais qui sont un véritable métier, qui sont notamment la logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un actionnaire qui est un partenaire industriel et logistique et qui me permet d'externaliser un certain nombre de tâches, qui est aujourd'hui en capacité de traiter à la fois la relation avec mes fournisseurs, de stocker la marchandise, de préparer les commandes, de les expédier, d'assurer la relation client, sans compter toutes les opportunités commerciales que m'offre et tous les débouchés que m'offre ce groupe VNB qui est aujourd'hui largement diversifié. Et moi, ça m'a permis d'ouvrir la boutique à Nantes. Déjà, de me dégager du temps, d'avoir aussi un peu plus de moyens, de recruter du monde. L'idée, c'est d'aller progressivement vers cette idée où on doit externaliser, on doit se concentrer sur ce qui fait notre force, c'est la marque, c'est la communication, c'est de faire savoir qu'une nouvelle façon de boire existe et c'est ça qui est important. Ça, c'est notre métier. Voilà, c'est ça que je souhaite faire. Toute la partie logistique, technique, c'est un autre métier. Certains le font très très bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce partenaire. Tu lances ta marque donc en janvier 2019, c'est ça? Non, en juillet 2019. Tu te souviens de ta première commande? Non. Non? Tu te souviens pas? Non, je m'en souviens pas. C'est bon. C'est au blackout, moi. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans le projet. Mais c'est vrai que j'ai cette faculté à... J'oublie rien de ce qui s'est passé. Mais généralement, je passe très vite à autre chose. C'est-à-dire que je m'arrête assez peu sur les succès. Ouais. Ma femme le regrette. Elle me dit mais prends le temps de profiter, de savourer. Et non, je me réjouis pas. Je suis très content intérieurement, mais j'ai cette faculté tout de suite à voir c'est quoi la suite. Voilà, quels sont les nouveaux défis. Donc cette première commande. Même en tant que manager, tu te poses pas pour
pour fêter les succès? T'as J'ai aussi du mal, cette responsabilité-là, tu vois, vis-à-vis de ton équipe. Ouais, aussi, complètement. Ouais. J'apprends aussi le management. C'est pas simple. J'apprends beaucoup là-dessus. Si, parce que l'aventure, elle est plus uniquement personnelle. Aujourd'hui, alors, on est une petite équipe, on est 5 personnes. Après, on a beaucoup de personnes qui travaillent autour du projet, des acheteurs, des logisticiens, préparateurs de commandes, etc., qui viennent nous accompagner. Mais vraiment, en interne, on est 5 personnes, donc une petite équipe, et c'est vrai que c'est important de fédérer tout le monde autour de ce projet. Et donc, tu parlais des milestones là, dans ces 6 dernières années. Donc, tu as dit la phase de lancement, ça a été une grosse étape. Ouais. Et ensuite, quelles ont été les grosses étapes de développement? Au bout de 2 ans, je décide de prendre un entrepôt beaucoup plus grand, 400 mètres carrés, aux mines de Nantes, donc à Rezé, vraiment d'être au cœur d'un pôle agroalimentaire de référence en France. C'était un investissement important. Ça nous a permis de passer des étapes. On y a passé 2 ans. Dans cet entrepôt où on avait aussi nos bureaux. Et l'étape ensuite, c'était de trouver un partenaire qui nous permette de nous accompagner. Vraiment de nous développer. J'ai mis du temps. J'ai mis 2 années à trouver le bon partenaire. Les partenaires purement financiers nous ont pas fait confiance, clairement, à ce moment-là. Je pense qu'on manquait encore de maturité. Et au fond, il y a qu'un distributeur de boissons qui était capable de comprendre la réalité de mon métier et la valeur ajoutée que ça pouvait apporter et générer. Et c'est là où la rencontre s'est faite avec les fondateurs du groupe VNB. Qui est un groupe mayennais, hein. C'est un groupe mayennais, tout à fait, qui est à Château-Gontier et qui est une aventure qui m'a beaucoup inspiré parce que je me suis reconnu dans ce qu'ont vécu les 2 fondateurs qui un jour ont créé un bar, cave, avec du vin et de la bière qui s'appelait VNB, sans ambition particulière de développement et qui aujourd'hui sont à la tête d'un réseau de 300 enseignes et se sont aussi largement diversifiés dans d'autres domaines. Voilà, c'est tout ce que je me souhaite, mais je ne suis qu'à 6 ans et eux ça fait 20 ans. Mais disons que les avoir à mes côtés, c'est extrêmement stimulant. T'as combien de références aujourd'hui? 400. Tu les connais toutes? Tu les as toutes testées? Je goûte tout, je valide tout. Tout. Ah ouais, c'est moi qui est garant de l'offre, ça c'est essentiel, ouais. C'est vraiment l'enjeu. Ouais. Quelle référence tu vends le plus? Le vin sans alcool. Beaucoup de curiosité autour du vin, au pays du vin, mais aussi beaucoup d'attentes. C'est là où notre rôle il est important, c'est de bien positionner ce produit. Est-ce que c'est toujours du vin? Est-ce que c'est du jus de raisin? Les gens se posent beaucoup de questions. Et justement, est-ce qu'on considère que c'est des pâles copies ou des vraies créations originales? Non, l'idée, c'est pas de copier, c'est d'assumer la différence, parce qu'il y en a une. Le vin sans l'alcool n'est plus du vin, c'est pas non plus du jus de raisin. Le fruit se révèle, mais dans la fraîcheur. On a une boisson qui est plus douce, qui est plus légère, et beaucoup de personnes apprécient ça au fond. Et donc c'est au fond une bonne alternative, à condition de ne pas chercher exactement la même expérience. Un amateur de vin qui aime le vin, qui peut boire du vin, il n'y a pas vraiment d'intérêt à y aller. Par contre, s'il est ouvert à l'innovation, ou si à un moment donné il ne peut plus boire de vin, ou il ne veut plus, ça peut être un choix, c'est une alternative qui est tout à fait intéressante, parce que les codes sont quand même là, c'est similaire, pas de sucrosité, de la fraîcheur, surtout avec des plats, ça s'y prête particulièrement, et on a une clientèle qui est assez fidèle au fond sur le vin sans alcool, à condition d'avoir compris leur profil et leur avoir suggéré la bonne boisson. Vous faites une croissance à 2 chiffres, tu le disais? Oui. Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Le chiffre d'affaires, on ne le communique pas particulièrement parce qu'il reste tout à faire. On a un chiffre d'affaires qui grandit de 50 à 60% chaque année, mais sur un marché qui reste un marché de niche. Donc on a dépassé le chiffre d'affaires à 7 chiffres, mais il y a encore tout à faire. Et surtout, c'est un marché qui offre tellement d'opportunités encore. Et nos ambitions sont bien au-delà. Et quelles sont vos ambitions justement? Nos ambitions, c'est de nous imposer comme le leader français de la distribution, de l'importation et de la fabrication de boissons sans alcool. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, on est distributeur à destination des particuliers, via Internet, via nos points de vente physiques. On a commencé à entamer une transformation, en tout cas un positionnement à destination des professionnels. Donc là, on est dans un rôle de grossiste et d'importateur. Des marques nous font confiance pour les représenter en France. La première d'entre elles, c'est une marque danoise de spiritueux et de cocktails sans alcool et de vins sans alcool. Et donc, on est les seuls à pouvoir les commercialiser aujourd'hui en France. Donc là, on crée vraiment de la valeur là, pour notre activité de distribution. Et on a beaucoup de projets de réflexion autour de la fabrication de nos propres boissons. On a déjà des marques en propre au sein du réseau VNB qui sont exclusives au réseau, mais on réfléchit pour certaines opportunités, notamment à l'étranger, peut-être même la grande distribution qui nous sollicite, à créer nos propres produits. Voilà, il y a encore beaucoup à faire. Donc consolider déjà l'existant, gagner un peu en maturité et puis continuer à développer et à saisir toutes les opportunités de ce marché. On vous le souhaite. Donc, je voulais qu'on termine ce podcast par parler de Nantes. Toi, tu es né à Nantes en plus. Gueule de Joie, c'est une entreprise nantaise. Qu'est-ce que cette ville t'apporte aujourd'hui? Donc, je connais que Nantes et Paris. Déjà, mais elle m'apporte beaucoup. C'est vrai que j'ai vécu à Nantes de différentes manières, à la fois jeune
jeune en périphérie, à la campagne, pendant quelques années cœur de ville. Aujourd'hui, j'habite à Vertou, voilà, qui est un bon compromis. Donc c'est une Nantes, c'est une ville qui m'apporte beaucoup parce que qui m'a soutenu dans le développement, les Nantais m'ont soutenu dans le développement de Gueule de Joie. C'est qu'au lancement, et c'était pendant le Covid, j'ai eu la chance d'aller livrer directement toutes ces personnes à Nantes, de rencontrer beaucoup de monde, aussi tout un écosystème d'entrepreneurs avec qui j'apprécie discuter, prendre les bons conseils. Et puis désormais, plus que jamais même, on a cette boutique plein cœur de ville, et donc vraiment au cœur du poumon nantais. Et c'est passionnant de voir cette ville qui se transforme, mais qui, au même titre que d'autres grandes villes dans le monde, s'éveille à des nouvelles tendances, à des nouveaux modes de consommation. Et l'accueil pour Gueule de Joie et pour nos boissons sans alcool, il est excellent. Donc ça fait quand même 6 ans qu'on est à Nantes. Notre communauté, elle a démarré ici. Et donc on a un attachement particulier parce que les Nantais nous ont fait confiance. Est-ce que tu sentais qu'il y avait un écosystème favorable ici pour les entrepreneurs engagés ? Oui, clairement. On l'observe. Alors beaucoup mais dans tous les domaines en réalité. On est dans le Grand Ouest, j'ai envie de dire. On a des économies diverses et variées qui sont extrêmement dynamiques. On a un tissu industriel, mais aussi un tissu technologique qui est important. Donc tout ça, c'est extrêmement inspirant. Moi, je suis un peu entre les deux, donc je m'inspire des modèles digitaux, un peu start-up, qui me font un peu rêver aussi, et en tout cas des succès qu'on connaît à Nantes, mais aussi des projets industriels plus long terme, qui ressemblent aussi à mon cœur de métier, qui est la distribution de boissons. Donc je prends un petit peu des deux, je m'inspire des deux, et j'ai cette chance à Nantes d'être inspiré et entouré par de très belles entreprises. La question ne se pose pas de déménager. Ma vie personnelle est à Nantes et Gueule de Joie a un attachement tout à fait particulier à la ville de Nantes. Et si Nantes était une boisson sans alcool, ce serait quoi pour toi ? Un muscadet sans alcool. Ouais. Évidemment, bien sûr. mais tellement. Et je vous invite vraiment à venir le goûter parce qu'on a d'excellents retours. Autant le vin sans alcool peut parfois surprendre ou ne pas convenir à certaines personnes, même s'il trouve de plus en plus son public. Là, on a un produit du domaine de la Grenaudière fait par Mathilde et Stéphane qui est vraiment dans les codes de tout ce qu'on aime ici dans la région, avec des fruits de mer, avec des salades, les occasions de boire un bon muscadet, on va retrouver tout ça dans leurs produits. Et honnêtement, c'est une super alternative bien plus adaptée à des sodas sucrés ou autres boissons. C'est ta boisson préférée ? Clairement, c'est un produit coup de cœur. Après, il y en a beaucoup d'autres. C'est quoi tes produits coup de cœur là ? Si j'entrais dans ta boutique et que je devais tester un produit, tu me conseillerais Moi, j'aime quoi ? les produits créatifs. J'aime les produits finalement qui ne cherchent pas forcément, qui ne sont pas issus du vin ou de la bière ou des cocktails. J'aime les choses qui me font voyager, qui me font découvrir des nouvelles émotions, des nouvelles saveurs. Et puis, j'ai un produit entre autres, parce qu'il y en a tellement, mais un produit coup de cœur, ça va être un produit qui s'appelle Ferragaya, qui vient d'Écosse, qui est une distillation de plantes marines et terrestres. Donc en gros, tu prends des plantes, tu les distilles, il y en a 7 qui viennent de la terre, 7 qui viennent de la mer. Et le résultat offre une base pour faire des cocktails qui est à la fois iodé et minéral, et à la fois boisé, un peu tourbé comme un whisky. C'est un produit unique qu'on propose en cocktail et qui fonctionne bien, mais qu'on a même positionné et qu'on a proposé et qui a été très apprécié au restaurant Imagine à Nantes, qui ont fait parfois des soirées à corps sans alcool. On l'a proposé comme un condiment sur une huître travaillée, une huître chaude, et les gens ont été au départ surpris, et c'est ça qui leur a plu dans l'expérience, aller là où on ne nous attend pas. C'est ça tout le projet de Gueule de Joie, et le faire avec des produits comme ça aussi originaux, et de voir que ça plaît et que les gens sont de plus en plus ouverts à ce type d'expérience, en fait c'est ma plus belle réussite. Et tu parles d'Imagine, est-ce qu'il y a justement des adresses que tu voudrais partager, des adresses nantaises que tu voudrais partager aux auditeurs ? Imagine, oui, qui fait un travail formidable autour du sans-alcool, vraiment pour être un partageur de bons moments pour tout le monde. Freya, Sarah Mingui aussi, et qui propose, au même titre qu'il y a des accords alcoolisés, au même niveau, il y a des accords sans alcool qui sont créatifs, avec une cuisine en plus qui est étincelante. Voilà 2 adresses que je peux recommander. Et merci beaucoup Jean-Philippe pour ton temps aujourd'hui. Avec plaisir, merci. Et ton énergie. Et puis à bientôt. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous en l'envoyant à vos proches ou en le relayant sur vos réseaux sociaux. Et si jamais vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast et Spotify et que vous avez 20 secondes devant vous, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire en dessous du podcast. C'est grâce à ça que vous m'aidez à le faire connaître et grandir. Si vous venez juste de découvrir cette émission, sachez qu'il y a plus d'une 60aine d'épisodes enregistrés avec de nombreux invités nantais passionnants et plein d'autres formats sur l'actualité d'ici, disponibles sur votre plateforme d'écoute préférée.
Pour suivre toute l'actualité du podcast, retrouvez-nous sur Instagram et Facebook ou suivez-moi sur LinkedIn. Bref, en 2 mots, abonnez-vous au podcast, écrivez-moi, partagez, c'est ce qui fait vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Merci.